suis infectiologue au CHU de Nice et donc je m'occupe depuis le début de l'épidémie, en fait fin février 2020, de cette nouvelle maladie qui est la Covid-19. Je vous remercie de m'avoir invité à discuter avec vous d'un certain nombre d'éléments sur cette épidémie. Quelle est la situation actuelle dans les hôpitaux ? La situation du CHU de Nice, par exemple, elle est très tendue. Elle est à l'équilibre au prix d'un effort mais considérable de l'équipe d'infectiologie, puisque finalement, nous, on accepte d'être le service de ressources de l'ensemble des Covid qui sont hospitalisés. On les évalue, c'est-à-dire on essaie de les prendre, de regarder très vite comment ils vont et de les renvoyer assez vite aussi avec un accord de l'ARS sur des établissements de deuxième ligne et sur lesquels après, dès qu'ils sont stabilisés, ils pourront être soignés par ces établissements-là. Donc ça nous demande un effort considérable, je vous dis d'évaluation très rapide, de retour ensuite dans d'autres endroits. On s'est aussi mis à faire de l'oxygénation dans notre service d'infectiologie avec des moyens qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent, qui sont un petit peu mixtes entre la réanimation et nous-mêmes. Donc c'est un effort qu'on arrive à soutenir, mais qui est très 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 compliqué, très difficile. On a voulu le faire pour que justement il y ait le moins possible de déprogrammation, que les autres patients puissent être vraiment au maximum pris en charge dans les autres services, ce qui n'a pas tout à fait été le cas dans la première vague. On a essayé vraiment de répartir un petit peu tout et puis de freiner les passages à l'hôpital. Aujourd'hui, on ne le fait quasiment plus. Il n'y a que quelques situations qu'on a préféré différer, qui sont des situations non urgentes. Voilà, mais c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. C'est compliqué, on est aussi en manque de personnel, il y a très peu de gens qui veulent venir travailler chez nous. Là, on a demandé des renforts médicaux, mais on ne les a pas. Donc, on commence à être très, très, très fatigué, extrêmement fatigué. J'espère que ça va s'arrêter rapidement. Est-ce que vous manquez de lits ? C'est-à-dire que si on pouvait avoir un service d'infectiologie plus grand, ce serait mieux. Moi, quand j'étais, il y a 15-20 ans, quand j'étais PH en hospitalisation, parce que maintenant je m'occupe d'autre chose, eh bien, on avait 60 lits dans le service d'infectiologie. Aujourd'hui, on en a 30. Forcément, c'est plus compliqué de gérer une épidémie de cette nature avec 30 lits qu'avec 60. Comment améliorer l'hygiène à l'école ? J'ai souvenir quand même d'avoir entendu de très longue date que dans les écoles, c'était très difficile d'avoir une bonne hygiène des mains. Ça, moi je m'intéresse à d'autres domaines, notamment à celui des cystites, et combien de jeunes filles expliquent qu'elles ne vont pas du tout aux toilettes pendant toute la journée parce que c'est immonde au niveau de leur collège. Peut-être qu'aujourd'hui on a réussi à augmenter un petit peu le niveau de base de l'hygiène concernant la tenue des toilettes et le lavage des mains. Donc on y a aussi peut-être beaucoup gagné dans cette histoire. Donc voilà, c'est pour dire que l'hygiène de base avait besoin d'être upgradée. Qu'est-ce qu'il a été par la Covid, à votre avis ? Comment bien aérer ? C'est plutôt ouvrir les fenêtres, en fait. C'est ouvrir les fenêtres. Alors les fréquences, elles sont un peu, je ne les connais même pas vraiment, et puis elles varient en fonction des recommandations. Mais c'est vrai que si à chaque classe, enfin à chaque heure de classe, on peut ouvrir pendant 10 minutes la fenêtre, c'est très très bien. Ou en tout cas à chaque intercours. Voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre cette habitude, qui est une très bonne habitude pour tout le monde aussi. D'une certaine façon, ça participe aussi à cette bonne santé. On est souvent trop calfeutré l'hiver, il fait trop chaud, on est dans des endroits trop confinés. Il faut réapprendre à aller dehors, à sortir, à bouger, à se couvrir. Voilà. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est important. Qu'encore une fois, je dis beaucoup les pays du Nord parce que je suis assez admirative de beaucoup de choses qu'ils font. Ils ont l'habitude de faire ça. Que pensez-vous de la composition du conseil scientifique ? Peut-on l'améliorer ? Oui, alors très sincèrement, je ne sais pas trop comment est fabriqué un conseil scientifique. J'ai simplement regardé effectivement qui était dans le conseil scientifique et je me suis donc aperçue qu'il y avait énormément d'infectiologues, virologues, épidémiologistes, des gens qui font des modèles mathématiques, donc des personnes qui sont des spécialistes de la Covid. C'est normal, il faut bien qu'il y ait des gens qui sont des spécialistes de la Covid. Mais peut-être faut-il aussi qu'il y ait un équilibre avec des personnes qui représentent les autres domaines de la médecine, ceux qui peuvent souffrir du fait qu'on met tout le focus sur la Covid, parce qu'on garde quand même un nombre de cancers qui est bien plus important en termes de mortalité que de mortalité Covid. C'est 165 000 décès par an de cancers par an en France.
On est à 55 000 de la Covid. Donc je pense qu'il faut que les autres spécialités, les cardios, qui disent aussi que les gens ne vont pas à l'hôpital quand ils ont des douleurs d'angine de poitrine, les neuros, enfin, il faut qu'il y ait un petit peu une représentativité de l'ensemble des domaines médicaux pour qu'on puisse vraiment essayer d'être au plus homogène et articulé et harmonieux par rapport aux décisions qui sont prises. Et il faut aussi effectivement des personnes de la société civile et des économistes et des psychologues et des personnes qui ont ce recul pour dire quelles conséquences toutes les décisions qu'on va prendre vont avoir sur le reste de la société. Est-ce qu'on ne va pas justement développer une énorme vague de syndrome dépressif, voire de suicide, parmi les personnes, les commerçants, les jeunes, qui n'auront plus de débouchés, qui verront une espèce de vie complètement obérée par ce Covid? Voilà, je pense que l'idée, ça aurait été peut-être d'être un petit peu plus intégratif, c'est un mot que j'adore, un petit peu plus intégratif par rapport à ce conseil scientifique. Est-ce que c'était possible, pas possible? Je n'en connais pas les clauses, peut-être qu'il faut répondre à des impératifs très précis quand on fait un conseil scientifique, mais en tout cas, intégrer toutes ces personnes et des citoyens, des représentants de la société civile, un peu plus important, et des parlementaires, oui, ça me paraît intéressant. Après, il faut être vigilant que ce que dit le conseil scientifique, c'est peut-être pas ce que dit le politique. Et peut-être que le scientifique, il dit des choses aussi après que le politique lui ait dit, bon ben voilà, c'est ça qu'on va dire quand même. Parce que c'est important de savoir qui, au final, établit véritablement les paroles qui sont transmises aux citoyens. Je ne sais pas quel est le poids véritable du conseil scientifique. Je pense qu'il n'a pas forcément un poids considérable auprès de la parole politique. Est-ce que le conseil scientifique communique de manière indépendante? Il donne des consignes, des doctrines, comme on dit aujourd'hui. Bien sûr qu'il publie beaucoup de doctrines qui sont issues de leurs réflexions de conseil scientifique, tout à fait. Qui ont beaucoup évolué d'ailleurs, parce que c'est vrai que ces doctrines, on dit bien sûr, elles s'adaptent comme nous, comme tout le monde, elles s'adaptent à l'évolution des choses. Donc c'est vrai que M. Delfraissy, pour lequel j'ai énormément de respect, a eu souvent un discours qui a évolué au fil du temps et qui s'adapte à la réalité de terrain. Mais là aussi, il faut voir que la réalité de terrain, elle a quand même été beaucoup le fruit du ressenti parisien de l'épidémie, parce que bon, voilà, tous ces gens-là, ils sont... Et peut-être que on aurait pu être un petit peu plus, comme on l'a dit au début de l'interview, un petit peu plus attentif à ce qui se passe dans des endroits qui n'ont pas tout à fait la même vision et la même gestion et la même épidémiologie. Est-ce qu'on peut faire confiance à des vaccins développés aussi rapidement? Alors avant de parler des vaccins, je voulais juste refaire un petit peu un focus sur la gravité de la maladie pour qu'on soit tous bien au clair avec ça. C'est quand même une maladie qui, dans la forme qu'elle présente auprès des personnes, il y a à peu près 40% d'asymptomatiques qui vont avoir cette Covid sans s'en rendre compte du tout. Et on va découvrir qu'ils ont des anticorps un petit peu plus tard. Et 60% de personnes qui sont symptomatiques à des degrés variables. Il n'y a que 5%, 7% des individus qui vont avoir des formes qui vont les conduire à l'hôpital. Et il y a une mortalité de 0,5% ou 0,3% en fonction un petit peu des pays. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la mortalité est relativement faible. Même si elle existe, bien évidemment, quand on dit 55 000 décès en France, bien sûr qu'il ne faut pas la négliger. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on veut avec un vaccin? On veut protéger les personnes qui sont les personnes les plus à risque de développer des formes qui les envoient à l'hôpital. Parce que protéger un asymptomatique, ça n'a pas tellement d'intérêt. Sauf que si on protège les gens et que les gens ont des anticorps, on va permettre un frein à la diffusion de l'épidémie. Ce qu'on ne sait pas encore très bien aujourd'hui, c'est effectivement à quel point la population est immunisée ou pas. On se fie aux anticorps pour le dire, c'est-à-dire aux études qui testent dans le sang les anticorps vis-à-vis de la Covid. Mais il n'y a pas que l'immunité humorale vis-à-vis de cette maladie. Il y a aussi beaucoup l'immunité cellulaire. Et celle-là, en fait, on ne peut pas la doser facilement. Donc on est un peu dans le flou, mais il y a sûrement beaucoup de personnes qui ont constitué une immunité qui leur permet de ne pas avoir de risque de Covid, mais qu'on ne peut pas détecter vraiment par la sérologie.
Donc ça, c'était juste un petit peu pour faire le point sur lequel c'est important de s'attarder 2 minutes, on pourra y revenir si vous voulez. Alors après, la question que, voilà, moi je regarde parfois les informations et je vois qu'on demande à une petite dame dans un parc qui doit avoir 75 ans son avis par rapport au virus et au vaccin et qui dit « Ah oui, mais comment est-ce qu'on peut avoir confiance en un vaccin qui a été fabriqué voilà. » Donc je pense qu'on est quand même dans une société où on demande beaucoup d'avis à n'importe qui, sur n'importe quoi, et il y a un moment où il faut arrêter. Parce que ce qui est quand même particulier avec cette maladie, c'est qu'il y a eu des efforts massifs de la part des gouvernements, de la part des scientifiques pour se pencher sur ce vaccin. Un truc qui n'a jamais été fait avant. Hein, c'est donc un effort scientifique majeur qui a été fait. Donc oui, les gens se sont arrachés, si je peux m'exprimer comme ça, pour trouver quelque chose. Et heureusement que la science progresse et heureusement qu'on arrive maintenant à faire des trucs aussi vite. Mais je vous rappelle quand même, bon, c'était pas tout à fait la même chose, mais que pour le vaccin H1N1, ça je m'en souviens quand même pas mal, c'était pas si vieux que ça, c'était pareil. Hein. Bon, c'était plus facile de faire le vaccin, ça ressemblait quand même au vaccin de la grippe. Hein. C'était le vaccin de type grippe. Mais on a mis quand même en place le vaccin assez vite. Et pareil, est-ce qu'on se vaccine, on ne se va pas vacciner, qu'est-ce qui va se passer? Bon. Donc la situation est, oui, on est en capacité aujourd'hui de fabriquer des vaccins rapidement, donc tant mieux. La problématique, c'est qu'on n'a quand même pas eu beaucoup de données écrites scientifiques. On a eu, nous, infectiologues et tous les scientifiques, les communiqués de presse que tout le monde a eu. Hein. Et on est encore que depuis hier, avant-hier, là ça commence à sortir, mais je n'ai pas pu les voir en détail, on n'a pas eu encore beaucoup de détails vraiment très précis de la façon dont ça a été fait, des effets secondaires, de ce genre de choses. Mais quand même, j'ai l'impression que les résultats sont plutôt au rendez-vous. Il y a des difficultés quand même qui persistent. Hein. Il y a des difficultés notamment par rapport à la maniabilité de ces vaccins, puisque ces vaccins, vous savez qu'il va falloir un transport dans le froid, et c'est loin d'être facile. Hein. Ça, je pense que ça va être très compliqué de mettre ça en route. Mais par rapport à leur efficacité, je crois qu'on a quand même pas mal de bonnes pistes qui existent et qui vont venir de façon très échelonnée. Là, on commence à voir ces vaccins ARN, mais après, il y a des vaccins plus classiques, ceux qu'on a l'habitude d'avoir, hein, c'est-à-dire avec des fragments antigéniques et des adjuvants qui vont sortir. Et puis voilà, il y a plein de vaccins qui vont arriver, de tas de façons de fabrication différentes, donc peut-être que chacun y trouvera son bonheur. Que pensez-vous de la méfiance envers les vaccins ? Oui, mais alors la méfiance, elle est entretenue. Et je pense qu'on est un pays où on ne se rend même pas compte des progrès de la médecine. Alors, je sais qu'il ne faut pas parler parfois de science avec les gens parce que ça ne les touche pas. Pourtant, quand on regarde le progrès dû à la vaccination, c'est absolument majeur. Il y a des maladies qui ont été éradiquées. Genre la variole, la polio, enfin, je veux dire, c'est des choses quand même qui, même pour des gens de ma génération, quand j'étais jeune interne, il y avait des tas de services où il y avait des polios qui étaient là depuis des mois. Il fallait débrancher les respirateurs parce que les gens, on savait qu'on n'allait pas les sauver. Vous avez peut-être des grands-parents. Moi, je sais que ma maman, elle m'expliquait que dans sa classe, tous les ans, il y avait 5 ou 6 gamins qui étaient morts. Coqueluche, tuberculose, méningite, on l'a oublié, ça. On est dans un pays où on regarde avec beaucoup de mépris et de méfiance la vaccination. Mais arrêtons. Et les médias sont responsables de ça. Tous les jours, les médias nous parlent des morts et de la réticence à la vaccination. Il n'y a que ça qui les intéresse. On a l'impression que leur but, c'est de faire en sorte que les gens soient les plus méfiants possibles. Et ensuite, on a ces tas de fake news et ces tas de films que vous avez peut-être regardés, la Hold Up, qui tournent et qui sont abracadabrantesques. Bon, donc il y a des moments où il faut se poser. On est aussi un pays de scientifiques, de rationnels, hein, et les progrès de la science sont merveilleux et il faut s'en saisir. Quel vaccin choisir ? Et aura-t-on le choix ? Aura-t-on le choix ? Oui, bien évidemment. Hein. Personne ne va obliger qui que ce soit à se vacciner. On n'est pas, pour l'instant, sur cette dynamique-là. J'ai entendu ce matin aussi sur France Inter un interview sur les gens en EHPAD et où on demande aux personnes « Est-ce que vous voulez vous faire vacciner ?» Bon, je veux dire, c'est compliqué. Hein. Si on vous le demande d'une certaine façon, on peut aussi solliciter la méfiance. Il y a des pays où les gens se bousculent pour aller se faire vacciner. Il y a des pays où dès qu'il y a quelqu'un qui est positif dans un endroit, les gens se bousculent pour aller faire un test. Pourquoi est-ce que nous, on est aussi en inverse, en réaction inversée par rapport à ce genre de situation ? Où est la bonne attitude, finalement, hein ? Donc, ce que je veux dire, c'est que des vaccins, il y en a au moins une centaine qui est à l'essai.
Il y en a plusieurs qui sont déjà ce qu'on appelle en phase 3, c'est-à-dire qu'on a déjà un certain recul par rapport à eux. Sur ces vaccins-là, il y a plein de façons de les avoir fabriqués. Donc effectivement, la nouveauté, c'est les vaccins à ARN. Mais c'est difficile de rentrer dans des détails, sans schéma et sans choses comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas des vaccins qui vont interférer avec le matériel génétique de nos cellules. On ne va pas dans le noyau, on reste sur la machinerie externe. Et on va quand même faire fabriquer par nos petits ARN des protéines qui vont nous protéger. C'est un vaccin nouveau. Il y a eu quelques essais, je crois, en médecine vétérinaire, notamment par rapport à des coronavirus. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de recul. Donc on doit regarder ce que nous donne Pfizer, Biotech, et regarder quels sont leurs résultats. Les résultats qu'ils nous donnent aujourd'hui sont extrêmement intéressants. Et comme personne n'a le recul sur le long terme, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte cette zone d'incertitude? Ou est-ce qu'on se dit super, on a enfin quelque chose qui va être très efficient rapidement, on a un certain nombre de preuves et on va y aller? Ça, c'est à chacun de se positionner. Si ce vaccin ARN ne leur convient pas, sachez qu'il y a plein d'autres vaccins plus classiques qui arrivent. Les vaccins qu'on a l'habitude d'utiliser avec des fragments antigéniques et couplés à des adjuvants, ou des vaccins avec des virus atténués, ou des vaccins, voilà, tout cela arrive. Donc si l'histoire de l'ARN fait frémir les gens, ils vont attendre un mois ou deux, ils vont avoir un autre vaccin. Mais en tout cas, clairement, l'idée de se faire vacciner par rapport à cette maladie qui empêche, qui bloque une société, qui paralyse la vie de tout le monde, me paraît quand même une solution. En tout cas, c'est la meilleure qu'on a jusqu'à présent. On est toujours dans cette situation bénéfice-risque. Est-ce qu'on veut revenir à la vie normale? Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre que le vaccin? Ou est-ce qu'on veut continuer à supporter ce genre de façon de vivre et bloquer l'avenir d'un certain nombre de personnes de ce pays et l'économie du pays? Risque-t-on de voir apparaître de nouvelles pandémies liées à des zoonoses? C'est très 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 probable. De toute façon, on les a depuis des années, les épidémies qui sont des zoonoses. 65% des maladies infectieuses sont des zoonoses. Donc bien évidemment qu'avec ce qu'on sait de la façon qu'on a de traiter la biodiversité, ça va être de plus en plus fréquent. D'ailleurs, un très beau rapport de l'IPBES, je ne sais pas si vous le connaissez, qui nous dit qu'il va y avoir de plus en plus de zoonoses et de plus en plus de virus qu'on ne connaît pas du tout. Donc la réponse est, moi je trouve que cette Covid, c'est une espèce de répétition générale pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses qui sont à la fois du domaine de la santé, et il faut absolument que les hôpitaux réinvestissent des services d'infectiologie, parce que c'est forcément nous qui sommes en première ligne. Il faut absolument qu'on valorise les professions médicales et les professions de soignants, parce qu'on ne trouve plus de soignants. Il faut absolument qu'on valorise ça, qu'on arrive à développer cette culture de l'infirmière, de l'aide-soignante, qui sont aujourd'hui en grande perdition dans notre pays. Et puis, il faut se poser des questions sur les conséquences de cette épidémie qui a eu sur l'incapacité qu'on a été de faire du matériel de base, les masques, un certain nombre de médicaments. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus résilient. Ça aussi, c'est un mot que j'aime beaucoup, intégratif, résilient. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réinvestisse dans notre pays les moyens de nous défendre vis-à-vis des futures épidémies. Donc fabriquer des matériels de protection, fabriquer des médicaments chez nous et non pas toujours en Chine, qui fait qu'après on est en rupture de stock des médicaments nécessaires pour traiter les patients en fin de vie. Enfin, c'est intolérable. Ça, c'est intolérable. Donc il faut vraiment qu'on bouscule les gouvernements pour leur dire stop, même si c'est quelque chose qui a un coût, ce coût-là, parce que moi je suis abasourdi, pour vous peut-être aussi, de tous ces milliards qui sortent de je ne sais pas où pour venir en aide à un certain nombre de personnes ou un certain nombre d'industries ou un certain nombre de choses. Donc si tous ces milliards sont si faciles à trouver, eh bien mettons-les au service des choses qui sont importantes dans notre avenir, c'est-à-dire la résilience locale. Il faut absolument qu'on soit en capacité de faire tout ça. Et c'est aussi une répétition générale par rapport à nos modes de vie, parce que quand même cette épidémie, elle n'est pas venue comme ça, toute seule. On a fait en sorte de créer des problèmes de faille avec cette biodiversité, d'utiliser des animaux vivants, d'aller chercher des tas de choses qui sont absolument incroyables à notre époque. Et en plus, avec la mondialisation et les transports aériens qui sont aujourd'hui monnaie courante, on essaime une épidémie en quelques jours. Le monde entier est arrosé par un virus en quelques jours.
eh bien peut-être qu'il faut saisir cet événement pour se reposer la question de qu'est-ce que c'est en fait que de vivre sur notre planète aujourd'hui. Donc il y a plein de choses qui sont à repenser, énormément de choses. Notre activité, notre consommation, notre rapport à l'animal, notre rapport à la mobilité, plein de choses. Il y a beaucoup de parallèles quand même avec le sida, parce que moi j'ai commencé ma carrière avec le sida. Et c'était un petit peu les mêmes questions, et c'était aussi un petit peu les mêmes angoisses et les mêmes mortalités. Et la population était différente. Mais ça a été quand même une épidémie qu'on a mis presque 10 ans avant de maîtriser. 10 ans avant d'avoir des médicaments efficaces. Donc j'espère que ce ne sera pas la même chose pour la Covid. Que pensez-vous du schéma vaccinal? Faut-il vacciner les enfants? Faut-il vacciner les enseignants? Alors, le schéma vaccinal me paraît assez approprié. Je trouve que commencer par effectivement les personnes les plus à risque, ça me paraît logique, et puis les personnes qui sont au contact de ces personnes. Ensuite, c'est plutôt les soignants et les personnes qui ont des comorbidités, ce qui me paraît normal aussi. J'ai rien vu sur la vaccination des enfants. Les enseignants, c'est une population particulière. Par exemple, elles devraient être vaccinées contre la grippe. Est-ce que les enseignants se font beaucoup vacciner contre la grippe? C'est une question que je me pose. Mais c'est vrai que ça fait partie des recommandations. Je ne suis pas sûre que les enseignants soient très pro-vaccination. C'est les enseignants qui sont à risque dans la Covid, ce n'est pas les enfants. Donc c'est à eux de voir s'ils ont envie de se faire vacciner ou pas. Moi je pense que ça fait partie des personnes qui peut-être pourraient, au même titre que nous soignants, parce qu'on est très en contact encore une fois avec beaucoup de monde, pourraient bénéficier d'une vaccination. Mais là encore sans urgence et en choisissant le type de vaccin qu'on veut se faire injecter. Comment convaincre les gens de se faire vacciner? En fait, c'est vraiment une question, je pense, de présentation des choses. Et là, je reviens sur mon histoire de médias. Je pense qu'ils sont extrêmement coupables de ce qui se passe. Quand est-ce qu'on a des vraies émissions de fond? Est-ce que vous avez vu à 1 heure de grande écoute un virologue interviewé pour donner pendant le journal télévisé, pendant 20 minutes, une véritable information sur ce que c'est qu'un vaccin, comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Moi, j'ai jamais vu, personnellement. On préfère faire des interviews un peu sens émotionnel en disant les gens se méfient, les gens se méfient. Voilà, je trouve qu'on fait très mal. On fait beaucoup de choses très mal. Pour vous donner une idée, nous, on fait une campagne en ce moment sur la fabrication des antibiotiques qui sont fabriqués en Inde et en Chine. Il n'y a pas de réglementation environnementale. Il y a plein d'antibiotiques dans la flotte des rivières et ça contamine tous les habitants autour. Ça crée des super bactéries. C'est comme ça que l'antibiorésistance se véhicule un peu partout. Oui, vous avez raison. Il y a des tas de choses qui vont mal. Mais on est confronté à cet outil. Je veux dire, aujourd'hui, le seul outil qu'on pourrait avoir pour vraiment prévenir les choses, c'est la vaccination. Donc on ne peut pas non plus le négliger. Je pense qu'il ne faut pas parler que des avantages financiers de certains laboratoires pharmaceutiques, sans oublier le service rendu à la population que les vaccins ont. Et d'ailleurs, regardez par rapport à cette histoire de vaccination obligatoire, depuis que ça a été rendu obligatoire, les 11 vaccins, on n'entend plus parler de rien. C'est fini. Pourquoi? Parce que ça se passe très bien en réalité. C'est-à-dire que voilà, les enfants, ils sont vaccinés, il n'y a pas de complications, et ça roule, et enfin peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va fonctionner. Donc, oui, c'est complexe. Voilà. Enfin, je pense qu'il faut qu'on redonne quand même tous confiance en la science, et que la science, elle est portée aussi par ces nouvelles découvertes, et que c'est paradoxal, les patients séropositifs, ils demandent des vaccins tous les jours, et là, on va avoir un vaccin contre la Covid, et puis du coup, on ne veut plus se faire vacciner. Enfin, on est toujours dans ce paradoxe. Un mot pour conclure? Est-ce que ce sera possible peut-être de regarder de façon très longitudinale le long de cette épidémie et après comment nos enfants vont réagir par rapport à d'autres sur ce domaine-là? Mais je pense qu'il y a d'autres domaines qui interfèrent avec l'évolution des enfants. Ça vient dans un moment où il y a non seulement cette Covid, mais il y a ensuite beaucoup de discours qui sont liés aux attentats, qui sont là aussi, je pense, trop montés en épingle. Enfin, je pense qu'on est dans une société en France, là où on est une société du catastrophisme, et il faut qu'on arrête avec ça, quoi. Il faut qu'on change notre façon de nous comporter et de voir la vie. Il faut regarder les côtés positifs. Il y en a plein des côtés positifs, d'accord? Il faut essayer de terminer par une petite note optimiste.